Alors, le grand oral. Il y a un micro qui est là, donc vous pouvez lever les mains, on va peut-être prendre 2-3 questions par séquence. Dirigées à l'un d'entre nous ou pas, c'est selon vos intérêts. On commence par les mots à la différence. Bonjour Juan, Christophe. Je prends le micro, il faut bien qu'on commence. Il se trouve qu'on est censé se voir demain et les choses s'organisent, montrent. Je vous en excuse. Le sujet, c'est aujourd'hui de trouver 500. Est-ce que monsieur peut se lever, s'il vous plaît? Ouais, levez-vous, s'il vous plaît. Le sujet important, c'est, on l'a tous bien compris, d'arriver à capter 500 signatures pour envisager une présidentielle. Mon humble avis de paysan, c'est que ces 500 signatures sont plus faciles à alpaguer auprès des maires ruraux que auprès des grandes villes qui sont toutes politisées et dictées. Pour alpaguer les maires ruraux, il faut s'occuper quelque part dans ces discours des ruraux. Et peut-être que pour ce faire, il vaut mieux venir voir les ruraux que le musée des Beaux-Arts ou des choses où on ne risque pas de se rencontrer. Donc vous êtes les bienvenus chez moi demain. Enfin, j'espère qu'on va trouver le créneau. Parce que pour l'instant, manifestement, le bâtonnier me remplace un peu sur votre grille de rendez-vous, donc c'est un peu gênant. Et je ne crois pas que le bâtonnier puisse vous amener les services des maires ruraux. On est sur le règlement de compte au Hockey Choral, là, c'est bien. Alors, qui a des questions? On en prend 2 ou 3 et on essaie de répondre par bloc. Merci aux organisateurs et aux intervenants. Il y a quelqu'un qui a beaucoup parlé de souveraineté il y a un siècle, c'est Gandhi, il appelait ça le Swaraj. C'est un hindi, royaume de soi, Swaraj. Et donc il énumérait la force de la vérité, le fait de dire la vérité sur tous les sujets, même ceux qui fâchent. Il y avait le boycott radical, l'union des religions, une non-violence absolue, avec des grèves gigantesques. Aujourd'hui, il y a quand même des moyens concrets. Je vous ai écouté beaucoup sur la chaîne de Georges, sur Frontières, et aujourd'hui. Et ce pouvoir gigantesque face auquel on est, et qui en grande partie constitué de la finance, il peut être ébranlé par des mécanismes de boycott, de changement de banque. Il y a la nef, d'arrêter systématiquement de consommer, parce que continuer à leur donner notre argent et vouloir faire tomber le système qu'on nourrit, on ne va pas y arriver. Et tant qu'on n'a pas fait ça, je pense qu'on les fait bien rire. On les fait vraiment bien rire. C'est un premier pas gigantesque, extrêmement important, et c'est totalement non violent, parce que dans vos vidéos, parfois vous parlez de sacrifice, que là ils vont vraiment souffrir si on s'y met vraiment. Quelque chose qui est un peu le domaine du bout de feu, d'envoyer les gens un peu au casse-pipe. Je vous dis franchement, ça m'inquiète un peu. Je pense qu'il faut être très prudent avec ça, parce que ça peut provoquer pire. Il y a aussi l'union des religions, s'adresser aux croyants. S'il y a une vraie union des religions, des croyants, je veux dire, des vrais croyants contre l'islamisme, c'est énorme. Le boycott de la drogue, il y a un énorme enjeu, c'est la drogue en France, et dire aux consommateurs, arrêtez vos conneries, parce que l'état de droit est menacé aussi par ça, on le sait. Et puis enfin, il y a l'idée de faire l'union des politiques. Bon, je suis écrivain et enseignant, et je me suis planté contre Véran à Grenoble, j'ai vécu des années en Bretagne, et j'ai à chaque fois essayé d'unir, que ce soit, je leur ai parlé, que ce soit Dupont-Aignan,
Asselineau, Philippot, je me suis pointé avec Martine Brunner, aussi avec les ruches citoyennes, il y a 2 ans. Récemment, j'ai parlé avec Jean-Frédéric Poisson. Je pense que ça, c'est même la priorité des priorités, d'unir tous ceux qui ont élevé leur voix au moment du Covid. Et après, et puis il y a le témoignage aussi de toutes les victimes des vaccins. C'est-à-dire que la force du peuple, elle est dans le boycott, elle est dans la parole. Regardez MeToo, regardez l'affaire Epstein. Ici et maintenant, pas la peine de vouloir prendre l'Élysée ou d'être aux portes de l'Élysée. Et ça, concrètement, je trouve que ça manque énormément dans votre discours. Merci. Bonjour et félicitations à tous et bravo pour votre passage dans les geôles africaines. Ce que moi, mon grand avantage est éviter. Voilà. J'aurais une question simple concernant l'autonomie des Français et la responsabilité de chacun, le bien-être de la société et l'autonomie que nous devons avoir face au monde injuste qui nous oppose. Et au vu de la dernière crise sanitaire, de l'effondrement de certains services, et dans le projet, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, c'est ça, dans le projet, serait-il possible d'aborder l'avantage des pratiques alternatives de santé? C'est juste ma question. Et un appel au peuple, au cas où, de gens qui souhaiteraient débattre sur ce sujet. Je suis tout disposé à collecter de l'information sur ces propositions. Peut-être une dernière et on répond. Chantal, un petit clin d'yeux, après avoir été élue, je fus libraire. Je voudrais revenir, Monsieur Rogeron, sur la notion de souveraineté. Vous avez fait état de la figure de Gaulle, et je ne sais si tous, vous avez regardé le film en 2 parties sur De Gaulle, qui mettait en évidence la construction de l'Europe et de ce qu'il a dit dès le départ. C'est quand même les États-Unis et l'Angleterre qui feront force. Ce n'est pas pour développer ce sujet-là, mais pendant cette période, tout comme nous l'avons vécu pendant la période du Covid, il y a eu les forces vives de chacun d'entre nous. Et nous continuons à travailler de façon informelle, que ce soit les ruches ou pas d'ailleurs, des ateliers constituants avec Schwarm et tout ça. J'ai trouvé le passage de cette figure de Gaulle, et que vous parliez, vous, du cinéma après, c'est tout à fait surprenant. Mais plus encore, j'ai aimé la notion que vous développez, peut-être moins aujourd'hui, mais peut-être l'auriez-vous fait en évoquant René Girard, qui a été aussi universitaire à l'Université de Lorient, sur la notion du mal. Sur la notion du mal, et je sens que l'un comme l'autre, vous avez évoqué la violence. La violence de ce qui pourrait bien arriver dans quelques mois, voire quelques années, à des niveaux différents. Mais surtout, c'est le rapprochement de toutes ces personnes qui font quelque chose, je ne voudrais pas dire dans l'ombre, parce que ça pose des limitations, mais qui travaillent de façon informelle. Et nous l'avons vu, les gilets jaunes ont tellement pris sur la gueule, tout comme certains d'entre nous d'ailleurs, ne voulons plus apparaître au-devant, non pas de la scène, tout comme vous pourriez l'être, mais de façon constructive s'unir. Et ce n'est pas si simple de rejoindre les ruches ou pas. Donc, ça sera intéressant de développer cet aspect-là des hommes et des femmes qui travaillent de façon informelle et qui vont devoir s'unir à un moment ou à un autre. Merci. Sur les questions, j'ai commencé par répondre d'abord le règlement de compte, puis le discours contre-révolutionnaire, puis le soin pour nous réconcilier. Sur les questions de la ruralité,
évidemment au fondement de notre pensée et de notre engagement politique, et elle le restera. Je pense qu'on a un des programmes, des parties de notre projet politique les plus développés sont sur les questions agricoles, justement, du fait de notre fréquentation depuis des années de ces questions. On a été parmi les premiers, en fait, dès juillet 2025, à prévenir de la catastrophe qui s'ensuivrait avec la DNC et du lien avec l'Union européenne. Et on est les seuls à essayer de réfléchir à une agriculture souveraine en France, en dehors de l'Union européenne. Alors que l'on sait très bien aujourd'hui qu'en réalité, tous les agriculteurs sont perfusés et deviennent une force conservatrice, au sens où ils finissent par adhérer à l'Union européenne, du fait de l'inscription dans l'édifice de la PAC et des dépendances que cela génère. Et donc on est aux avant-gardes, y compris dans le dialogue avec les syndicats existants. Ça va de la coordination rurale à la confédération paysanne, en passant par les jeunes agriculteurs et la FNSEA, pour essayer de leur demander de commencer à réfléchir à un système qui pourrait se déployer en dehors de l'Union européenne, mais qui permet tout de même d'assurer une bonne qualité de vie aux agriculteurs et à notre pays d'être autonome et souverain alimentairement, ce qui n'est plus le cas, comme vous le savez, depuis cette année pour la première fois. Et évidemment en sortant des systèmes de libre-échange que l'on connaît aujourd'hui, notamment dans ces derniers développements du Mercosur. Donc c'est pas tant par opportunisme ou parce qu'on en aurait besoin pour les parrainages que l'on tient à cette question, que tout simplement parce que c'est la condition pour un peuple de sa liberté que de pouvoir ne pas dépendre de l'étranger pour être souverain afin de s'alimenter en réalité. Sans alimentation souveraine, il n'y a pas de possibilité de souveraineté tout court. Ça, c'est un point fondamental, et donc évidemment qu'il est au cœur de notre lutte et que tout notre parcours et tous nos engagements seront parsemés de rencontres et d'échanges avec à la fois des agriculteurs dans leur diversité et de maires et de responsables qui ont exercé dans ces territoires. Parce que, vous le savez parfaitement, c'est là où il y a le moins de services publics, où il y a le moins de médecins, où il y a le plus de souffrances ignorées et où en réalité la précarité est la plus importante, le plus souvent justifiée par un mode de vie qui légitimerait des conditions d'existence qui ne sont pas tolérées ailleurs. Sur la question des moyens de l'engagement et des divergences que l'on peut avoir sur ce qu'il y aurait à appliquer, c'est des questions qui sont immémoriales. C'est-à-dire pendant les Gilets jaunes, il y avait beaucoup cette question du boycott qui revenait déjà, avec l'idée qu'il fallait avoir des actions coup de poing sur le fait de ne pas retirer, ou au contraire de retirer de l'argent pendant une journée. On a un peu connu ça à nouveau avec la tentative d'une constitution d'un mouvement de masse le 10 septembre dernier, par des gens d'ailleurs qui nous sont proches, qui avaient cherché un appel à la mobilisation collective. Ce qu'on a découvert avec les Gilets jaunes, c'est que la massification, elle n'est jamais programmée. En fait, quand elle est réelle, elle obéit à une spontanéité, voire un spontanéisme, si on croit à certaines traditions politiques de gauche, qui ensuite doit être structurée et accompagnée par des mouvements qui s'y seront préparés, avec des formes d'avant-garde, pour essayer de les amener à un débouché. L'autre élément important, c'est la place de l'État dans la lutte. Une chose, c'est de vouloir résister en tant que société dans un système mondial qui est articulé autour de la notion et du pouvoir d'État. Donc c'est toute la question que vous posez par rapport au fait qu'il faille ou non rentrer dans l'Élysée. En tout cas, que ce soit une illusion. Et est-ce que l'Élysée est un lieu vide ou un lieu à remplir et tout ce qui s'ensuit. Moi, je considère fondamentalement, surtout dans un pays comme la France, que la prise de l'État est l'accélérateur de la lutte qui nous permettra de nous émanciper. Et c'est ce qui est en fait de plus proche de nous, et de plus à portée, de plus facile à basculer. Parce que tous les rapports de force que vous décrivez, concernant les grandes institutions financières, bancaires et ainsi de suite, sont des rapports de force qui sont éthérés, virtualisés par notamment un instrument monétaire, qui est facilement manipulable pour éteindre les efforts qui seraient mis en œuvre par une population pour à un moment donné s'extraire des faits qui lui ont été appliqués. Et à partir de là, il ne s'agit pas de rentrer dans une posture contradictoire ou de dire que vous avez tort de réfléchir à ces alternatives ou de les défendre, mais de clarifier qu'en effet, notre engagement il se situe à ce niveau-là.
Quand bien même nous soyons 30 000, ce qui est beaucoup à l'échelle d'un pays comme la France en termes de militance, ce n'est rien à l'échelle d'une population. Je vais vous donner un exemple. La bascule politique historique qu'a connue le Mexique à partir de 2014, dans mon souvenir, elle est intervenue alors que le parti qui a pris le pouvoir à un autre parti qui l'accaparait depuis 80 ans était composé de 4 millions de membres, dans un pays qui comporte 150 millions à 200 millions de citoyens. 4 millions de membres. Aujourd'hui, le plus grand parti politique en France doit avoir 40 000 à 50 000 membres. Donc on est dans une situation où la possibilité de produire des bascules par la masse, et donc par la programmation de ces masses, est en réalité inexistante. En réalité parfaitement inexistante, et quand elle intervient encore marginalement, comme c'était le cas par exemple dans le mouvement des retraites, c'est-à-dire vraiment un mouvement organisé par des forces sociales, en l'occurrence les syndicats, on a 200 à 300 000 personnes en réalité qui se réunissent, contrairement à ce que l'on pourrait penser, et on voit bien à quel point il est facile de les ignorer. Et donc on doit constituer, en fait, se glisser dans des trous de souris pour contourner ces difficultés. Et concernant l'alternative au système de prédation sanitaire auquel on est confronté, il y a deux réponses à vous apporter. Tout d'abord, la sécurisation pour tous les citoyens de la possibilité d'être soignés, y compris par les moyens conventionnels, ce qui est très loin d'être le cas aujourd'hui. J'avais publié il y a 1 an et demi un témoignage qui m'était parvenu sur Facebook de quelqu'un qui venait de s'arracher une dent alors qu'il faisait face à une rage de dents et qui devait attendre plusieurs mois pour avoir un rendez-vous avec un dentiste. Et j'ai reçu en commentaire des centaines de témoignages similaires concernant toute forme de pathologie. Je parlais aujourd'hui à la co-référente il y a quelques instants des ruches du département qui me racontait la situation à l'hôpital et le fait que des drames humains, y compris concernant des enfants, sont évités tous les jours et ne le seront pas dans la durée. Donc, s'il y a un droit fondamental pour un être humain, en particulier en France où le niveau des cotisations est quand même censé couvrir ces exigences minimales, c'est bien celui de pouvoir être pris en charge par la collectivité quand il est en souffrance. Et parmi les solutions que l'on propose, il y a évidemment celle de la nationalisation des mutuelles, ou l'expropriation. Il n'y a aucune raison qu'en France, dans un pays civilisé comme le nôtre, qui avait il y a 20 ans encore le meilleur système de santé au monde, qu'il y ait un tel écart entre les prestations qui peuvent être offertes aux citoyens et qu'il y ait un tel accaparement de ressources sur les questions sanitaires, avec des taux de marge de 20 à 25% pour les mutuelles, là ils sont de 5% pour la sécurité sociale. Et en fait, cette simple mesure permet de dégager des milliards d'euros sans accroître la pression fiscale qui pourrait être réinvestie dans la santé, dans des hôpitaux, dans des corps de garde, de médecins, de toute spécialité, qui pourront à nouveau recouvrir les territoires. Ça fait partie des quelques mesures parmi tant d'autres que l'on a prévues. Et la survivance, la persistance et le renouvellement de formes médicales alternatives, qui est toujours une source d'angoisse très importante pour l'État et pour tout pouvoir. Je vous rappelle quand même que les sorcières étaient avant tout des naturopathes, chargés de faire quelques potions qui étaient censées offrir un peu d'espoir à ceux qui étaient en souffrance. Cette phobie qui en fait prend ancrage dans le rationalisme occidental à la Descartes est intéressante parce qu'on est en train de voir émerger aujourd'hui une puissance mondiale écrasante, la Chine, qui elle n'a jamais rompu avec des millénaires de tradition de médecine alternative et qui au contraire, au lieu de les écraser, a su les raffiner, les alimenter, jusqu'à ce qu'il commence à y avoir des jonctions avec la médecine moderne. Et qu'on commence à voir qu'en réalité, par des voies alternatives, on touchait dans des parties de notre corps, à travers un certain nombre de plantes, de molécules, on arrivait au même résultat par des voies très différentes. D'un côté, la pharmacopée laborantine et de l'autre, la médecine traditionnelle. Donc il va falloir à un moment donné étendre notre regard, sans tomber dans le charlatanisme, sans sombrer et sans céder au charlatanisme, mais retrouver en fait cette sorte de labilité qui manque beaucoup, y compris dans nos esprits avant même de leur traduction institutionnelle.